Alors nous voilà de retour pour cette dernière séance sur la journée qui était consacrée à la santé et à l'avenir de la profession infirmière. Pour cette dernière séquence, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Mirec. Vous êtes médecin anesthésiste réanimateur et vous êtes relais santé auprès de la majorité présidentielle, donc Emmanuel Macron. Bienvenue à vous. Merci de nous accueillir. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que la journée était organisée par 6 associations infirmières, l'Amphide, le CEFIEC, la NPDE, la FNESI, l'UNAIBOD et le SNIBO. Et nous sommes accompagnés sur le plateau de Michelle Appelshauser, qui est la présidente du CEFIEC. C'est le... j'ai un trou de mémoire, j'en suis désolé. C'est une association qui regroupe les instituts de formation en France. Tous les instituts de formation en soins infirmiers, mais aussi pour les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture. Et Magali Delost, qui est la présidente de l'UNAIBOD, c'est l'Union nationale des associations d'infirmiers de bloc opératoire diplômés d'État et de leurs étudiants. Et des étoiles aussi, si vous voulez. Et des étoiles aussi. Et je m'appelle plus Brigitte. Non. Ah, Alors, nous allons commencer par une question assez large sur le système de santé. Et je passe la parole à Magali pour cette première question. Merci Sébastien. Bonjour, merci beaucoup d'être parmi nous pour cette dernière. Alors, nous avons relayé la même question à tous les représentants des candidats qui se sont succédés. Je vais à peine un tout petit peu la modifier pour vous. Donc la question initiale, c'est quel état des lieux faites-vous aujourd'hui de notre système de santé ? Et j'ai envie de dire, après 5 années, passées à nos côtés. Je vous remercie tout d'abord de cette invitation et c'est un vrai plaisir d'être là ce soir pour pouvoir échanger sur ces sujets qui me tiennent à cœur. De par ma profession, ma spécialité d'anesthésiste réanimateur, et donc je connais bien le bloc opératoire, la réanimation, les soins critiques, le SAMU, qui est mon activité aussi, et je sors d'une garde cette nuit, et donc je suis ravi d'être là ce soir. Donc l'état des lieux, je dirais, alors moi je suis fier de l'hôpital public dans lequel je travaille, je suis fier de l'hôpital public au Sangelin, je suis fier de notre système de santé, mais il arrive vraisemblablement à bout de souffle quand même, avec 2 ans de crise qui ont été pas simples. Et moi je voudrais saluer ici l'ensemble des professionnels qui sont mobilisés. Alors je sais ce qu'ils ont fait dans notre centre, sur notre région, pour y avoir participé, mais je sais ce qu'ils ont fait aussi au niveau national, outre-mer, et donc il faudrait le saluer, parce que c'était un vrai travail d'équipe, avec un vrai engagement fort de toutes les équipes, les directions, mais aussi toutes les équipes, je crois, sur le terrain, et donc c'est assez important à dire. Donc un système qui a besoin, à mon sens, d'être peut-être réenchanté, je dirais, parce que réenchanter, j'aime bien dire réenchanter le système de santé, avec des besoins qui ont pu avoir lieu, parce qu'il y a eu des investissements qui ont été faits, il y a eu des moyens qui ont été donnés, mais des moyens qui étaient nécessaires. Très clairement, ça a été nécessaire, indispensable, et encore des choses à faire. En tout cas, il y a des caps qui ont été donnés, et maintenant, c'est à nous de les poursuivre toujours avec cette même méthode, moi, que j'aime bien. Et c'est pour ça que je continue d'exercer, et je le ferai autant que possible, c'est en repartant du terrain. C'est là, en fait, où ça fonctionne le mieux. Et en écoutant ces soignants qui sont tous les jours auprès des patients, parce qu'on est tous là pour le même objectif, en fait, c'est pour le soigner, ou le patient, ou l'aidant. C'est pour ça qu'on s'est engagé dans la santé, qu'elle soit à la ville, qu'elle soit en ville, à l'hôpital, en libéral, en ultra-urbain, en ultra-rural, parce qu'on a tous des territoires différents. Avec toujours ce même concept d'égalité, d'accès aux soins. Et moi, c'est ce qui m'apporte, en tout cas, dans ma pratique. Et ça a été ce rôle du président, cette fonction du président de vouloir protéger les Français. Et je crois qu'il l'a bien montré avec cette crise Covid, de vouloir protéger, avec un système qui a répondu présent, système de santé qui a répondu présent. La vaccination, même si certains ou certaines avaient pu avoir des doutes, et on a pu faire partie de ces personnes-là, ce n'était pas mon cas en l'occurrence, mais finalement, un système de santé qui a fonctionné avec une innovation extrêmement importante. Voilà, et des investissements. Alors, vous avez évoqué un système de santé à bout de souffle. Pourquoi, en fait ? Quelles sont les raisons de système de santé qui est à bout de souffle ? C'est une image que j'aime bien parce que ça représente bien ma vision de réanimateur, anesthésiste, là, en l'occurrence. Et le Covid nous a montré qu'on manquait des fois un peu de souffle chez les patients. Donc, à bout de souffle parce que il y a un problème vraisemblablement de reconnaissance, d'identification aux pratiques de terrain, de management de proximité qu'on a peut-être perdu. En tout cas, ça, c'est mon expérience qui parle. Ça fait 10 ans que je suis docteur et je me rends compte que
ma pratique a changé, la société a évolué, nos spécialités ont évolué, et le système n'a pas forcément évolué avec nous non plus. Donc ça, c'est un premier constat. Et je dirais que pendant ce quinquennat, il y a eu des choses qui ont été faites, et on pourrait y revenir avec des investissements. On pourra parler du Ségur, qui a été une mesure pour nous assez forte, mais avant ça, il y avait Ma Santé 2022, où il y a des points extrêmement forts qui ont été soulevés, notamment sur les âges, le début, les 1000 premiers jours. Pour moi, c'est capital. Enfin, ce raisonnement progressiste que j'ai, et je souhaite, et on souhaite que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et donc, les 1000 premiers jours, pour moi, c'est se tourner vers la jeunesse, vers nos enfants, vers ces jeunes, et dire comment on peut améliorer et comment on peut optimiser ce système de prévention qui, finalement, n'est pas encore assez efficace, même s'il y a des choses qui ont été faites. Chouette, et on en parle souvent avec des collègues à Dijon, et je pense au bloc opératoire, au plateau technique, mais on veut tout faire pour que les patients ne viennent pas en réa. On veut faire de la gestion des risques. Quand on vient en réa, c'est trop tard, en fait. Il faut agir en amont, faire de la prévention en amont, mais dans toutes les strates, pas que dans la santé. Et donc, ce système de santé, eh bien, on doit le rendre encore plus préventif. Plus préventif. Alors oui, il y a eu des choses faites sur la vaccination obligatoire chez les enfants. Il y a eu des choses faites, Covid encore, sur cette vaccination, sur l'innovation. Mais système qui a... Les soignants se sont peut-être perdus, ne se reconnaissent plus dans des macrostructures qui sont pas simples toujours à s'identifier. La pandémie qu'on vient de traverser a mis en avant les forces et faiblesses de notre système de santé. Michel, je vous laisse la parole pour une prochaine question. Oui, vous avez décrit un système de santé à bout de souffle, c'est vos propos. Maintenant, après les élections présidentielles, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour rendre notre système de santé efficient ? C'est une grande question. Mais oui, mais... C'est une grande question auquel... alors, sur le programme santé, je ne ferai pas d'annonce ce soir parce que le candidat n'en a pas fait sur le programme santé. Et donc, on laissera sur ce point-là le candidat faire les annonces. Et nous, en tant que relais santé, je suis en trio avec Pascal Mathieu et François Braun, qui est mon trio, notre trio relais santé, que je salue ici et avec qui on travaille en toute cohésion. Et donc, nous, notre rôle est un rôle de courroie de transmission et d'écoute des acteurs de l'écosystème. Donc, je ne ferai pas de grande annonce. Alors, le candidat en a fait quelques-unes quand il s'est annoncé, notamment dans son manifeste, en parlant de prévention et d'accès aux soins, le manifeste qu'il a adressé à toutes les Français et tous les Français. Donc, c'est intéressant, ça donne des caps. Et ce qui est le rôle aussi d'un président et d'un candidat, en l'occurrence, c'est de donner des caps, des grands axes. Donc ça, c'est un point qui est important. Parler aussi de ces grandes directions, de ces inégalités, de comment on peut raisonner. On a, dans l'urgence vitale, que je connais bien, arrive à avoir accès au parcours de soins assez facilement sur tout le territoire. Et il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Donc après, il y a une question de comment on répond aux demandes des patients, des soignés. Donc ça, c'est une vraie question. Et comment on répond aux demandes des soignants. Et là, c'est la question que vous me posez par rapport à ça. Donc il y a un besoin... vraisemblablement de reconnaissance, ça c'est clair, et c'est les points qui sont soulevés. Il y a un besoin de peut-être aussi reconnaissance salariale, mais ça passe par la reconnaissance de la compétence, et donc il y a des travaux qui sont en cours, et le ministre en l'occurrence a travaillé sur ce point-là, et va continuer à travailler. On a travaillé sur les pratiques avancées, notamment, sur ces raisonnements de délégation, de transfert de compétences certaines fois, et donc... l'idée, c'est de continuer ces accompagnements, ces transferts, ces choses-là. Mais je crois que surtout, si on peut revenir sur un point, et c'est les relais santé dont je fais partie, c'est cette idée de co-construction et d'écoute. Et de dire, nous, on va remonter ces infos, on va les travailler avec les acteurs. Et l'idée, c'est de les travailler avec vous aussi. Et c'est vraiment cette idée de co-construction. Et la majorité présidentielle, dont je suis issu, souhaite travailler comme ça. Elle l'a toujours fait, en fait, depuis le début. La Grande Marche, le grand débat, avec ce que le président avait proposé, c'est l'idée de co-construction. Avec des choses à revoir, bien sûr. Et il faut rester humble aussi. Mais il faut réussir à retrouver cette volonté, ce réenchantement, je crois. Je crois qu'on peut être fier quand même de notre système, même s'il y a des problématiques. Voilà, bien sûr. Et effectivement, il y a eu le Ségur de la santé et... avec une revalorisation salariale. Mais est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour les soignants que nous sommes, les infirmiers ? Est-ce que vous pensez que c'était la réponse qu'ils attendaient, une revalorisation salariale ?
Je dirais c'est surtout ce qu'ils nous disent maintenant. C'est ça qui est important. Et c'est ce que vous me dites, c'est ce que vous évoquez là. Je pense que c'était nécessaire. Effectivement, ça c'était nécessaire qu'il y ait une revalorisation qui est non négligeable malgré tout dans les différentes professions de santé, qui était une revalorisation qui était nécessaire. Suffisante? Vraisemblablement pas. Il y avait une réponse importante à apporter en situation de crise avec ce Covid, cette pandémie, avec des vagues successives qu'on préfigurait et qu'on a vécues. Donc, par contre, est-ce que c'est suffisant? On voit que le retour ne l'est pas, mais il y a des points que j'ai commencé à évoquer. C'est cette idée de reconnaissance, de comment on réintègre dans les gouvernances, dans les réflexions, le soigné, mais aussi les soignants. Donc, on laissera le candidat définir ces différents points, mais en tout cas, c'est un sujet qui lui tient à cœur et qui nous tient à cœur, bien sûr. Alors, j'aimerais rebondir encore une fois sur votre expression, système de santé à bout de souffle. Vous avez évoqué reconnaissance, alors reconnaissance des compétences, reconnaissance salariale, management de proximité. Moi, j'ai envie de vous dire, on a le sentiment que c'est la crise qui a révélé tout ça. La crise sanitaire. En revanche, ma question, c'est juste de vous dire qu'en 2016 et en 2017, il y avait déjà des manifestations et des mobilisations du personnel soignant dans la rue pour dire ça suffit, on n'en veut plus de ces conditions de travail, on veut des revalorisations salariales. Ils n'ont pas été entendus. Et il faut une crise mondiale pour se dire tiens, on va y penser. Alors, je n'irai pas aussi, je serai pas aussi tranché sur ce point-là, je dirais. Mais ça, je pense que c'est mon côté. En même temps, droite et gauche peut-être, qui me le fait dire, et voir surtout ce côté optimiste aussi. Et on sort d'une période difficile, et je crois qu'il faut rester optimiste, et comment on peut se projeter. La réponse, elle a été donnée à un moment, mais peut-être que ce n'était pas complètement les attentes, effectivement. Ça, c'est un point qui peut être levé, et qui peut être soulevé, qui peut être travaillé. Je crois que, et j'en suis intimement persuadé, pour l'avoir travaillé et échangé avec des professionnels là-dessus, Ma Santé 2022 répondait à certaines attentes. Ma Santé 2022, il y avait des choses extrêmement intéressantes, qu'on n'a pas pu aller au bout, mais il y avait une refonte du système, une réflexion de fond sur le rôle du soignant, le rôle du soigné, de l'usager dans le système de soins, des aidants aussi. Donc il y avait une réflexion, une vraie réflexion, et d'ailleurs ça a été assez souligné par les soignants. Après, effectivement, la situation a fait qu'on s'est retrouvé dans une situation de ce type-là, où il y a eu besoin de remettre des réponses différentes, parce que cette crise a été, malheureusement, a été entrechoquée. Alors, cette crise, elle nous a révélé aussi deux autres choses, pas responsable, hein, mais le manque de lits, depuis des années avec des fermetures de lits, et un problème de ressources humaines avec un manque cruel de personnel soignant à l'hôpital comme à la ville. Et qu'est-ce que vous pouvez nous répondre aujourd'hui sur ces fermetures de lits qui sont constantes? Ben en fait, je suis pas un grand fan de l'idée de parler de lits. En fait, ce qui est important surtout, et les deux points que vous soulignez sont les deux points qui sont liés. Ce qui est important, c'est de discuter de ratio. Quel est le ratio combien faut-il de soignants, combien un soignant peut prendre en charge de patients. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on va le voir. On peut le voir dans l'autre sens aussi. À mon avis, c'est ça qui est le plus important. Parce qu'il y a un problème de lit. On a fait évoluer notre médecine, notre prise en charge de manière assez remarquable ces dernières années, avec des prises en charge ambulatoires. On prend en charge des patients debout. Les patients viennent le matin, sont pris en charge au bloc debout. Ils sont endormis, opérés, réveillés, et ils repartent debout. Donc en fait, le lit, c'est pas un problème de lit en tant que tel. Dans certains secteurs, vraisemblablement, il y a des points, et d'ailleurs, il y a une mission en cours sur les soins critiques. Parce que là, sur les soins critiques, on a vu qu'il manquait un problème de répartition au niveau national des lits, et donc la mission est en cours, et les conclusions vont être rendues très prochainement. On y a travaillé tous avec les sociétés savantes. Donc, et là, il y a une problématique aussi de déploiement de ces lits. Comment on déploie ces lits en urgence? Comment on est en capacité d'avoir cette agilité, ce qu'on a fait pendant la crise, mais de le faire un peu moins en urgence, de manière organisée. Donc ça, il y a une vraie réflexion là-dessus. Moi, ce qui est important, à mon sens, c'est ces ratios infirmiers, aides-soignants, enfin soignants, on va dire, au sens large, pour
par patient. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut revoir et c'est là-dessus qu'il faut, à mon sens, retravailler. Et c'est ce que les sociétés savantes, les représentants de soignants, les syndicats travaillent, en l'occurrence. C'est ça qui est, à mon sens, important. Il y a un point aussi que la crise a mis en exergue, c'est les collaborations publiques-privées. On a réussi à faciliter des passages, des prises en charge, des transferts de patients entre les établissements, avec des transferts de soignants aussi qui sont venus aider. Et donc ça a montré une agilité. Et ça, il faut, je crois, aussi capitaliser sur ces points positifs qui ont marché dans plein de territoires où ça a fonctionné. Il y a des territoires où ça a moins bien marché. Mais il faut en tirer les conclusions. Moi, je dirais là-dessus, il y a une vraie réflexion. Alors sur les soins critiques, en l'occurrence, c'est en cours. Mais l'idée des lits, c'est comment on oriente ces lits et comment on les qualifie. En fait, c'est ça la difficulté. Et il y a un point aussi important, c'est comment on gère l'aval. Comment on gère l'aval, les sorties des patients de nos services, et comment on gère l'amont aussi. Et l'amont, c'est aussi les urgences. Et il y a un point qui a été développé, Ma Santé 2022, et c'était un des points importants qu'on a travaillé, qui va être généralisé prochainement à l'ensemble du terrain, c'est le service d'accès aux soins. C'est comment on répond à la population qui a un besoin. Le service d'accès aux soins, en faisant le 15, permet d'orienter le patient et soit donner un conseil médical, soit orienter vers un médecin, soit faire venir aux urgences, c'est une urgence vitale. Et ça évite que les patients viennent dans un endroit où ils n'ont pas lieu d'être parce qu'ils n'ont pas de réponse à leur sollicitation, enfin leur angoisse, leur problème. Vous voyez ? Alors, Je voudrais juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit par rapport à la notion de ratio. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut déjà voir combien d'infirmières... Enfin, oui, on va reprendre. Difficile. Combien d'infirmières pour un patient. Oui. Voilà, ça je le comprends tout à fait. Et je comprends aussi cette problématique de lit. Je pense que c'est un écart de langage. En fait, on ne parle plus en termes de lit. Mais aujourd'hui, pour être sur le terrain, tous les jours, comme vous... après 2 ans de pandémie, au bloc opératoire, nous avons des patients ont dû être repoussés. Et aujourd'hui, on se trouve confronté à des patients qui arrivent gravissimes, qui ont développé leur pathologie, qui s'est bien aggravée. Et on est encore face à cette problématique de dire on ne peut pas les prendre en charge aujourd'hui, mais pas parce qu'il n'y a pas de lit, parce qu'il n'y a plus de personnel. Et je crois qu'il faut aussi remettre ça, quand on parle du patient, et c'est là où j'en reviens à cette notion de ratio, c'est pourquoi il n'y a plus de personnel ? Pourquoi, après s'être battu pendant 2 ans, être allé dans différents établissements, avoir remonté les manches et s'être battu contre ce Covid, pourquoi aujourd'hui les soignants baissent les bras ? Donc effectivement, vous nous avez parlé de reconnaissance. Il y a eu une reconnaissance au niveau salarial, mais la reconnaissance salariale ne fait pas tout. Ne fait pas tout. Et je crois réellement que pour une prise en charge efficiente d'un patient, il faut une prise en charge et une prise en soin des soignants. J'allais vous le dire, en fait. Il y a un point important et un point qui me tient à cœur et qui, je crois, nous tient tous à cœur, c'est la qualité de vie au travail. Je crois que c'est super important. On parle beaucoup dans la société de bien-être, on essaye d'en parler en tout cas dans la société, dans la qualité de vie au travail, on parle de santé mentale aussi beaucoup, mais je crois qu'il faut en parler aussi à l'hôpital, en ville, chez les soignants, parce qu'un soignant doit être bien aussi dans son exercice, puis pour être bien dans son exercice, dans sa pratique, il faut qu'il soit bien lui-même aussi. Donc il y a une vraie réflexion à avoir autour de cette prise en charge de la qualité de vie au travail, vraisemblablement. Et donc, c'est un point qui n'a pas été... qui est en réflexion aussi. Mais là, il faut être force et on compte sur vous aussi pour faire ces propositions. Moi, je serais très enchanté de pouvoir les échanger. Il y a un point important, vous avez nommé ce problème de personnes qui sont parties. Alors, il y a des professionnels qui sont des professionnels, on va dire, qualifiés. On parle des blocs opératoires, notamment, des personnels avec des qualifications et qui partent, effectivement, qui vont, voire certaines fois, qui arrêtent leur exercice. Ça, c'est un peu différent de ce qu'on avait vu avant, parce qu'il y a toujours eu des personnes qui sont parties faire d'autres exercices. Mais là, c'est des personnes qui changent d'activité, qui n'exercent plus le soin. Donc, il y a une vraie remise en cause de la volonté d'être soignant. Donc, il y a une vraie réflexion de fond à avoir. Qui n'est pas que liée à l'hôpital ou au système de santé, c'est une réflexion sociétale aussi. Comment on considère la santé au niveau de la société.
Voilà, donc ça c'est un point fort là-dessus. Et donc on va y travailler, on souhaite bien sûr et travailler avec vous ces points importants. Je pense qu'il y a un point capital à avoir aussi, et il y a des choses qui ont déjà été faites par rapport à ça, c'est au niveau de la formation. Au niveau de la formation des soignants. On va y venir après. Vous allez venir, je crois, mais ça c'est un point fort aussi. C'est-à-dire que comment, et je fais de la formation en simulation, et comment on travaille en équipe, en pluriprofessionnel. On va y revenir. Il y a une thématique qu'on n'a pas abordée, c'est la vulnérabilité. Je laisse la parole à Magali. Je vais la prendre, la parole. Donc on parle de vulnérabilité. Pour répondre au mieux aux besoins de santé des personnes les plus vulnérables à tous les âges de la vie, quelles seraient les mesures à envisager pour donner accès à la pleine santé pour tous, dans une approche éthique et respectueuse. Alors quand je parle de personnes vulnérables, je vous donne 4 exemples, il peut y en avoir peut-être d'autres, mais on a essayé de pointer justement sur ces 4 groupes de patients. Ce sont les tout-petits, voilà, ils sont tout petits, donc ils sont vulnérables. Les personnes âgées, qui sont âgées et qui sont vulnérables également. Mais là-dedans, on peut aussi inclure tout ce qui est santé mentale et le handicap, des personnes handicapées. Donc pour ces 4 catégories en fait de personnes soignées, quelles seraient les mesures à envisager, sachant que j'ai bien compris que vous ne ferez pas d'effet d'annonce. Mais au moins donnez-nous un petit peu votre vision et votre ressenti par rapport à ça. La vision, ça sera le candidat qui la dira, parce que c'est lui qui donnera les caps et qui les a donnés et qui continuera de le faire. Donc je le laisserai, bien sûr, faire ces annonces sur ce point-là. Un point fort, c'est qu'il y a des choses qui ont été faites, notamment pour les enfants. Et les points qui ont été faits, notamment les 1000 premiers jours. Il y a sur les inégalités, sur la prise en charge des personnes vulnérables, il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui seront faites, les personnes en situation de handicap. Donc nous, on est en lien aussi avec d'autres thématiques, avec d'autres relais sur thématiques. Il y a des relais autonomie, handicap, inclusion, donc qui travaillent aussi sur ces sujets-là. Et nous, on y travaille du côté santé. Et on se regroupe pour travailler en transversal, parce que là, très clairement, c'est transversal. Je crois que la santé aussi, il faut la voir de manière globale. Pas la voir qu'en santé. Il faut la voir aussi au sein de l'environnement, il faut la voir au sein du travail, d'éducation nationale, de transport. On peut décliner la santé un petit peu de... Voilà. Donc il faut la voir de manière globale, et c'est ça qui, à mon sens, est une approche intéressante. Il y a un point qui a été lancé aussi, vous n'avez pas nommé en tant que tel, mais quand on voit les inégalités dans les études, c'est concernant les femmes. Et le programme sur l'endométriose a déjà eu un plan qui a été lancé sur les inégalités de prise en charge avec des errances diagnostiques pendant plusieurs années concernant le diagnostic d'endométriose. La précarité menstruelle, des choses qui ont été faites déjà sur ces points-là. Et le candidat a commencé à esquisser des choses par rapport à ça. Ce qu'il souhaite, lui, c'est protéger les Français. Il l'a montré avant la crise. Il l'a montré pendant la crise, et ce qu'il projette, en tout cas par rapport à ce qu'il a fait transparaître dans le manifeste, c'est de vouloir protéger toutes les Françaises et tous les Français à tous les âges de la vie, du début à la fin de la vie. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc les focus spécifiques que vous nommez sur les personnes à vulnérabilité, difficile à dire, excusez-moi, eh bien, il y aura des choses spécifiques qui seront annoncées. Concernant le grand âge, des annonces ont déjà commencé à être esquissées concernant ces personnes, parce qu'il y a une vraie prise de conscience de cette difficulté. Et je crois là, en l'occurrence, que les soignants ont vraiment leur place et leur rôle au plus près, et notamment les infirmiers, les aides-soignants au plus près de ces personnes-là, pour être force de proposition. Et aussi accompagner et témoigner et travailler sur ces sujets-là. Et vous avez votre place par rapport à ces mesures. En tout cas, là, c'est le soignant qui parle. Pour moi, c'est capital, et qu'on souhaite prendre en charge tous les patients avec les meilleurs soins possibles. C'est ce qu'on souhaite pour nous, ce qu'on souhaite pour nos proches, mais ce qu'on souhaite pour tout le monde aussi. Je crois que c'est l'objectif à tous. En tout cas, le président candidat, c'est son souhait aussi. Donc on va clore cette partie sur bilan, bilan et état de santé. On va aborder maintenant plus précisément le métier d'infirmier et infirmière avec la formation
Nous avons ici Michel Appelshauser qui est la représentante. L'évolution des carrières. Et puis l'attractivité, vous avez parlé tout à l'heure des fuites, différentes fuites, et évoqué aussi la fidélisation. Donc je vais passer la parole à Michel sur cette première question sur le métier d'infirmier. Oui, alors quelle est votre perception du métier infirmier aujourd'hui et demain? Qu'est-ce qu'il sera? Sachant que une révision du décret de compétences a été annoncée par votre ministre, par le ministre actuel en tout cas. Alors quid de ce décret? Quand est-ce qu'on aura des nouvelles par rapport? Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va rajouter comme acte aux infirmiers, si on peut le dire comme ça? Ou quelle est l'ambition qu'on peut avoir pour ce décret? Alors, je laisserai le ministre répondre. D'ailleurs, c'est notre ministère de rattachement. C'est pas mon ministre en l'occurrence, c'est le ministre de tous les Françaises et tous les Français. Donc, je le laisserai répondre sur ce point-là, notamment sur son calendrier, parce que là, on va représenter, je représente le candidat de la majorité, et donc pas le ministère en l'occurrence, même si effectivement, il est sur ce travail il est avec ses équipes sur ce travail de décret, et je crois qu'il fera. Son calendrier, je ne le connais pas, donc je ne vous répondrai pas sur ce point-là parce que je ne le connais pas. Sur moi, la vision, je peux dire la vision de l'infirmier, des soignants, pour moi, elle est claire, elle est indispensable à faire évoluer. Et je crois qu'il y a des choses qui ont déjà été faites, notamment sur les pratiques avancées, sur ces délégations de tâches, notamment ces transferts. Il y a des réflexions en cours, en tout cas. Et on l'a vu pour les IPA d'urgence, il y en a pour d'autres spécialités. Et donc, il y a le travail d'équipe est indispensable, mais moi, je ne vois pas comment on peut ne pas faire évoluer ce travail. Et là, je vais reprendre ma casquette plutôt de médecin. Les médecins doivent accompagner ce changement. C'est extrêmement important. Et doivent participer à ce changement, à mon sens. Les représentants de médecins aussi doivent participer. Donc je fais partie aussi, mais doivent participer avec les sociétés savantes et avec l'ensemble des professions. Et ça paraît indispensable parce que ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure avec tout ce qu'on va dire autour de la reconnaissance, de l'activité, de tout ce qui est fait auprès dans le soin. Donc c'est capital, c'est capital. Vous pensez qu'ils sont prêts, les médecins, à lâcher un peu sur leur périmètre? Je vous dirais pour l'être et pour en voir quand même régulièrement, enfin en tout cas je veux parler pour ma personne, moi je pense que c'est indispensable. Indispensable. Et l'anesthésiste réanimateur que je suis, on travaille tous les jours avec des infirmiers anesthésistes, où on est déjà en délégation de tâches, supervisés, accompagnés, avec des parcours qui vont évoluer encore. Parce que mais nous, la question qui se pose au niveau propre de l'anesthésie-réanimation, c'est comment va évoluer notre profession. Parce que la profession évolue, parce que la société évolue aussi. Donc c'est à nous de faire transformer. Et on est à l'intérieur. Et surtout, les jeunes qui arrivent, qu'est-ce qu'ils veulent demain pour exercer? Donc ça me paraît important de le mettre en lumière. Les médecins... je suis un médecin qui, moi, souhaite, en l'occurrence, changer les choses. Je ne suis pas le seul, je crois. C'est capital. C'est capital à faire évoluer. Alors, c'est pas votre ressenti peut-être, mais peut-être qu'on reviendra sur ces points-là. Juste faire évoluer les choses, mais comment? Parce que là, vous êtes à l'hôpital, donc vous dites délégation de tâches, vous faites confiance, vous êtes dans cette visualisation de l'avenir. Mais aujourd'hui, comment vous pouvez convaincre la médecine de ville de lâcher un peu pour répondre aux déserts médicaux? On parlait des puéricultrices tout à l'heure, on parle de comment faire en sorte que l'infirmière prenne plus de place dans cette médecine de ville? Oui, elle le prend déjà, je crois. Et ils le prennent. Les coopérations des professionnels de territoire en santé fonctionnent dans pas mal de territoires. Les CPTS sont des choses qui fonctionnent avec des coopérations, des exercices coordonnés qui sont extrêmement intéressants, agiles, permettent de faire de la prévention, permettent de faire de l'accès aux soins, permettent de travailler en exercice coordonné avec des équipes pluriprofessionnelles. Et je crois qu'il faut encore plus développer ce côté coopération. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est 3000 contrats d'assistants médicaux, 2000 MSP sur le territoire. Les contrats d'assistants médicaux, c'est aussi intéressant parce que ça libère à la fois, on parle médical, ça libère du temps médical.
Et ça permet aux soignants de faire du soin. Et c'est ça aussi qui est important, de manière coordonnée avec ces coopérations. Et parler de territoire et de population, c'est assez cohérent. C'est assez cohérent. Et donc, il faut vraisemblablement encore aller dans ces fonctionnements-là. Et puis décloisonner encore plus. Je parle de l'hôpital parce que c'est l'exercice que je connais mieux, mais je connais aussi la ville parce qu'on adresse des patients et parce qu'on a aussi des collègues et des soignants qui ont ce mode d'exercice. Et puis par la fonction relais santé, on écoute tout le monde en l'occurrence. Donc, il faut encore plus décloisonner ce lien ville-hôpital. Comment on y arrive ? Comment on arrive à faire ces passerelles ? Et donc il y a plein de méthodes pour le faire. Et ces coopérations en sont. Je crois aussi qu'il faut participer et accompagner la mutation qu'il va y avoir avec l'innovation en santé. Il y a un cap qui a été donné avec France 2030 par le président, l'innovation en santé est forte là-dedans, avec des volontés fortes de développer des start-up, mais les soignants doivent être partie prenante, et les infirmiers, les aides-soignants en premier. C'est capital, parce que l'innovation en santé va nous permettre aussi de répondre à un certain nombre de problématiques que les patients nous apportent. Les patients viennent avec des dispositifs médicaux connectés maintenant, viennent avec des questions sur les données de santé. Alors, il y a eu le lancement, il n'y a pas très longtemps, de Mon Espace Santé, qui est, à mon sens, quelque chose d'extrêmement intéressant et puissant à l'avenir. Parce que c'est le patient qui s'empare de son carnet de santé numérique, dirait-on, et qui va pouvoir avoir accès à toutes ces données, en son sein, dans son carnet de santé numérique, et puis pouvoir aller voir les professionnels. Et il est acteur. Et les soignants sont des intervenants. Et c'est aussi une reconnaissance du rôle du soignant, de l'infirmier, de l'aide-soignant, que le patient vienne avec tout son dossier avec lui, quoi. Donc moi, je crois que c'est des moyens, c'est des outils. C'est une nouvelle vision du métier d'infirmier. Et ça doit passer par une formation. On est d'accord ? Je laisse la parole à Magali pour cette question. Alors, concernant la formation, j'ai plusieurs points. D'abord, la question de base, comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, je mets un petit peu de piment. Il y a la question de base, et ensuite il y aura une question un petit peu plus précise. Donc tout d'abord, comment envisagez-vous l'évolution des formations, en formation initiale pour les infirmiers, DE, mais également, s'agissant des spécialités, IAD, IBOD, puériculteurs et puéricultrices, et IPA. Et la petite question subsidiaire, on entend parler tous les jours de l'IPA. Pour vous, qu'est-ce qu'un IPA spécialisé ? Pour moi. Pour vous, oui, puisque j'ai bien compris que, même si vous représentez la majorité présidentielle, voilà, s'il y a des choses à relayer, si j'ai bien compris que vous serez donc le relais, pour vous, quelle vision avez-vous de l'IPA ? On vient de vivre le rapport IGAS de novembre-décembre où les IBOD et les puères ont été largement exclus, puisque ça n'a concerné que les IAD. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, il manquait un petit peu de population là-dedans. Donc là, nous faisons partie du rapport IGAS numéro 2. Et on nous pose une question, on nous demande notre avis sur l'infirmier de pratique avancée. J'avais pu échanger avec M. Véran à ce sujet-là de l'infirmier clinicien, puisque nous sommes déjà spécialisés. Donc pour vous, une fois que vous aurez répondu aux premières questions, comment est votre vision de l'IPA spécialisé ? Je crois que l'infirmier en pratique avancée est une évolution extrêmement intéressante de la pratique d'infirmier. Voilà. Et je reviendrai après sur les IPA spécialisés, et je crois que le ministre y reviendra assez longuement parce qu'il y a des travaux qui sont en cours, et les rapports, effectivement, IGAS 1 et 2, et donc il y aura des rapports qui seront rendus, et des conclusions qui seront rendues de ce rapport par rapport à ce point-là. L'évolution est une évolution qui, à mon sens, est extrêmement intéressante et qui fait qui permet aussi d'apporter de la reconnaissance à l'infirmier, je crois. En tout cas, pour en échanger avec une partie des soignants, avec une peur au changement. Il faut l'accompagner, il faut travailler, mais je crois qu'il y a des choses qui peuvent être très intéressantes pour le futur de la profession. Et on serait ravis de pouvoir en échanger encore plus en détail et écouter vos propositions pour que ça soit accompagné et que vous soyez force de proposition. Et c'est toujours cette même méthode de co-construction. Et moi, mon rôle, et je suis à mon modeste rôle de relais santé de la majorité présidentielle, eh bien, cette courroie de transmission par rapport à ça, avec à la fois le candidat
et puis les cabinets, et on fera passer effectivement, pour voir les informations aussi qui sont en diffusion ici. Donc moi je crois qu'il y a une vraie volonté de changement, et le rapport le souligne. Après, comment on le fait, et comment on accompagne ce changement, et comment on fait la formation aussi, parce que ça c'est un point qu'on évoque. La formation elle est capitale à être peut-être remodelée. Moi je prône beaucoup les formations pluriprofessionnelles. Étant formateur en simulation en santé, je crois qu'il faut qu'on décloisonne nos filières. On se forme de manière ancillaire, et puis en fait on exerce, on pratique tous ensemble en équipe. Et c'est compliqué à faire. Et donc le concept de monter des formations pluriprofessionnelles dès la formation initiale est extrêmement intéressant, et je crois qu'il faut qu'on soit porteur là-dessus et qu'on prenne les expérimentations qui fonctionnent sur les territoires, parce qu'il y en a plein qui fonctionnent avec les écoles, j'en ai quelques-unes en tête, qui fonctionnent. Donc je crois qu'il faut qu'on le prône, parce que c'est comme ça aussi qu'on fera changer les mentalités de chacun et de chacune. Les jeunes médecins aussi qui comprendront que dès la phase initiale, on pourra travailler et se comprendre, et comprendre le besoin et la compétence de l'autre. Elle s'apprend. Dans mes études, je vais juste revenir brièvement, j'ai été faisant fonction d'aide-soignant, faisant fonction d'infirmier, puis aide opératoire, et ça m'a permis de voir un petit peu ce lien, et ça m'a permis aussi de financer mes études. Mais ça m'a permis aussi de comprendre la contrainte de nuit, la contrainte et ça m'a permis de toucher ces différentes fonctions. Donc je crois que là-dessus, il y a une vraie volonté d'accompagnement, et une vraie volonté aussi d'expansion, d'augmentation. Les places de formation, je crois, je les ai notées parce que je ne me rappelle pas de tous les chiffres, mais c'est 6 000 places qui ont été créées en 2021-2022. Alors après, il faut que ces places soient pourvues, que ça soit continué et accompagné. Donc c'est ça qui est fort. Parce que c'est ça qui est fort. Jusqu'à présent, il faut que ça soit fort. Effectivement, il y a eu une augmentation de quotas annoncée de 6 000 places, mais avec un moyen égal. Et donc, s'il y a encore des augmentations qui sont prévisibles, puisque, a priori, nous manquons toujours de ressources humaines dans les hôpitaux et ailleurs, dans le secteur de la santé en tout cas, comment est-ce que vous allez imaginer encore former plus de monde? Comment on va faire ça? Et puis, dans un second temps, il y a la formation infirmière, elle est universitarisée, en tout cas dès la formation initiale. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez poursuivre, ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Je crois qu'elle n'est pas, pour l'instant, le déploiement n'est pas complet, on va dire. Et je crois qu'il faut continuer à le faire. En tout cas, ça me paraît important. Ça me paraît important de le faire. Ça passe aussi par la reconnaissance de cet investissement dans une carrière infirmière. Voilà. J'ai une sœur infirmière, donc je connais au plus proche de ma famille. Donc ça, ce déploiement n'est pas complet pour l'instant. Donc il y a un cap qui a été donné, mais il n'est pas encore muté complètement. Donc il faut continuer de l'accompagner. Sur les accompagnements futurs, en tout cas, on prend le point, je dirais. On fera des remontées là-dessus, et moi je m'engage à pouvoir revenir avec vous, ou faire revenir les personnes vers vous sur les moyens futurs qui seront mis pour la formation de ces jeunes. C'est important, ça fait partie il faut que dès le départ on ait cette reconnaissance. Cette reconnaissance fait aussi accompagner les écoles au sein de l'université, pour pouvoir, par la suite, ces soignants se retrouvent au sein des équipes de manière en pleine responsabilité. Alors, je n'ai pas répondu à une question sur les IPA spécialisés. Non, mais même la deuxième, vous avez répondu sur l'universitarisation, mais pas sur les quotas. Les quotas, oui. Alors, les quotas, effectivement, moi, je dirais il y a plusieurs problématiques dans le fait d'annoncer l'ouverture des quotas. Une des problématiques, c'est est-ce qu'on va remplir les places? Et après, on a un certain nombre de nos étudiants qui quittent la formation assez rapidement. Vous voyez, donc, est-ce que c'est en lien avec les ressources humaines qui manquent dans les hôpitaux? Est-ce que, pour vous, l'ouverture de ces quotas serait la seule solution? Est-ce que, en plus, après, troisième problématique, c'est le manque d'attractivité. Parce que quand on discute un petit peu avec les jeunes, là, quand on fait les forums métiers ou ce genre de choses, effectivement, on parlait du salaire, mais les conditions de travail, tout ça, c'est des choses qui sont très médiatisées en ce moment sur la fonction infirmière, sur le métier infirmière, et je ne suis pas sûre que ça puisse faire rêver les jeunes aujourd'hui pour venir travailler ou pour venir se former.
Oui, j'ai du mal à répondre à cette question parce que je crois que voilà, il faut être passionné effectivement pour s'engager dans cette voie. Et je crois que c'est à nous aussi, soignants en exercice, de donner cette envie et aux formateurs de donner cette envie de vouloir s'engager dans cette carrière au service des patients, au service des citoyens. Et finalement, c'est quand même une belle profession, une très belle profession. Ce n'est pas assez souvent dit. Mais ce n'est pas Oui, ce n'est pas souvent dit. Ben oui, mais moi, c'est bon ça, je le redis, et là, j'en suis fier, et je trouve qu'on fait une très belle profession au service des citoyens. Et la crise Covid nous l'a montré, et tout le monde s'est mobilisé dans ce cadre-là. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, redonner de l'attractivité, il faut peut-être aussi se réinventer dans le mode pour redonner cette attractivité. Parce que c'est un métier qui était attractif, ou qui l'est encore dans certaines filières, ou dans certains territoires, voilà. Mais on n'arrive pas à... Moi, je crois qu'il faut quand même s'engager. Il faut quand même dire que c'est quand même un très beau métier. Et je crois qu'on est tous là pour le dire. On fait quand même quelque chose au service des citoyens, c'est tout ça. Donc, sur la volonté d'ouvrir la formation, il faut aussi que ça soit corrélé avec les besoins. Et c'est pour ça qu'il y a cette volonté de former plus de soignants. Là, on n'a pas le nombre de soignants qui arrêteront. On ne le sait pas vraiment. Mais notre but, c'est peut-être d'agir dès le départ et de donner cette attractivité pour qu'ils restent et qu'ils s'engagent dans cette filière et qu'ils puissent le faire. Voilà. Juste une question avant qu'on repasse aux hyper ou que tu continues. J'aimerais revenir sur un sujet d'actualité. Un sujet d'actualité qui me concerne, qui concerne l'UNEBOD, qui concerne les blocs opératoires. Et ce sujet d'actualité, ce sont les mesures transitoires. Vous en avez entendu parler ? D'accord. Donc, on parle d'attractivité. On parle de formation. Comment mettre en adéquation cette attractivité et l'absence de formation de tout ce stock de mesures transitoires qui vont être dans les blocs opératoires demain, aujourd'hui, ils y sont déjà depuis 10 ans, 15 ans peut-être des fois. Et comment justement garder cette attractivité des IBOD qui ont fait l'effort de formation. Tout à l'heure, vous parliez de gestion des risques sur les plateaux opératoires. La gestion des risques, c'est l'essence même de l'IBOD. Donc si la gestion des risques, c'est l'essence même de l'IBOD, où est la gestion des risques chez un infirmier en soins généraux qui travaille au bloc opératoire ? Vous voyez ? Et cette attractivité, je pense qu'elle peut aussi passer par la reconnaissance du diplôme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les IBOD de France sont en souffrance parce que justement, on offre sans formation à des infirmiers qui certes ont de l'expérience. On leur offre notre diplôme, clairement. En tout cas, les IBOD aujourd'hui le vivent comme ça. Donc, effectivement, moi j'entends, il faut en passer par l'attractivité, mais il faut également en passer par la reconnaissance des diplômes, la reconnaissance de l'effort de formation et engager toutes ces personnes qui vont être dans ce stock de mesures transitoires à faire la formation. Parce que pour prendre de manière efficiente un patient en charge, il faut avoir les compétences techniques. C'est très bien, vous me disiez que vous aviez été aide opératoire, j'imagine que vous avez été un très bon aide opératoire. Voilà, vous avez été aide opératoire. Mais à côté de ça, vous ne vous occupiez pas de l'ensemble de la gestion des risques, de l'accueil du patient, à la vérification du dossier, à tout ce qui peut entourer, aux boîtes, à la stérilisation, tout ce qui peut entourer le bloc opératoire. Et aujourd'hui, nous sommes force de proposition par rapport à ça, et nous souhaitons réellement que toutes ces personnes en mesure transitoire aient un accès privilégié à la formation. J'entends bien toutes les problématiques de budget, où pour ne pas les citer, mais bon nombre d'établissements privés nous disent qu'ils ne sont pas en capacité de financer ces formations-là. Pour autant, eh bien, si le gouvernement veut avoir un geste fort et pouvoir mener tous ces spécialisés vers de la pratique avancée, il faut déjà commencer par balayer un petit peu tout ce qui ne peut pas accéder à la pratique avancée dans nos spécialisés. Merci. C'était un constat, ce n'était pas une question. Non, mais c'est un constat que j'ai constaté aussi sur le terrain. Moi, en fait, j'ai fait d'opératoire il y a 20 ans, en plus. Voilà. Et donc, modestement, en plus, modestement à mon niveau. Pour dire que je constate la même chose. Je constate la même chose avec les infirmiers de bloc opératoire avec lesquels je travaille tous les jours, ou les nuits, certaines fois, ou les week-ends. Et donc, il y a cette vraie volonté d'accompagnement de la formation.
Bon, le ministre a été sensible sur certains points, il y a une écoute. Et là, vous le dites, vous êtes force de proposition et vous continuerez de l'être. Et là, l'idée, c'est de nous transmettre aussi ces propositions pour que nous, on puisse les accompagner. Les propositions des soignants que vous représentez. Parce que on est tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a la formation initiale, mais il y a la formation de ces soignants qui sont là, avec des besoins sur le terrain, avec des besoins, et une incompréhension, on va dire, au sein des équipes, ce que vous nommez, en disant, bah oui, mais moi j'ai fait le diplôme, l'autre l'a pas fait, c'est compliqué, enfin bon. Oui. Donc, et on revient sur le point qui avait été nommé sur les IPA spécialisés, et là il y a encore des discussions en cours, et là on va laisser les CNP travailler sur ces points-là, et parce que c'est complexe. C'est effectivement complexe, avec les différentes représentations. Et en plus, il y a un intérêt avec l'anesthésie-réanimation, donc un peu compliqué de me positionner là-dessus. Mais sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent, et en tout cas, on remercie tous les professionnels engagés là-dedans, ça c'est sûr. Alors, on va être obligé de conclure. Oui. En tout cas, je vous remercie. Depuis le début de cette journée, en fait, on fait un petit point sur pas les promesses, mais les engagements, en tout cas, de chaque personne. Vous, j'ai bien entendu, vous ne pouvez pas trop vous exprimer, vous laisserez le président, en l'occurrence, le faire. Donc moi, ce que je vous propose, et je le fais pour toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, c'est de vous inviter ici au mois de mai, pour venir avec votre ministre de la Santé, et c'est pareil pour tous ceux qui sont passés aujourd'hui, pour qu'on reparte sur un échange entre nous. Avec grand plaisir. D'ailleurs, c'est ce que j'allais vous proposer, c'est de revenir ici pour échanger, parce que vous avez bien compris qu'il y a l'échéance présidentielle, il y a tout ce qu'il y a avant aussi, et le ministre continue de travailler. Le président est en plein exercice de ses fonctions de président de la République, donc il y a du travail, il continue de travailler. Il y a les présidentielles, et puis il y a après. Exactement. Moi, ce que je m'engageais, c'est pouvoir transmettre, et de cette courroie de transmission, ma mission, elle est relais santé pour la campagne présidentielle de la majorité. Je transmettrai, et c'est avec grand plaisir qu'on pourra venir, et je pourrai revenir, quoi qu'il se passe, en tant que soignant de terrain, pour compléter les propos qu'on a pu évoquer ce soir. Et moi, c'est un réel plaisir de pouvoir y participer, et j'espère que c'était partagé avec l'ensemble des personnes qui ont assisté derrière leur caméra. Je laisse le mot de la fin. Moi, j'ai une dernière petite aparté à vous poser comme question. L'OMS préconise un infirmier général au ministère. Est-ce qu'il y a un positionnement de la part de la majorité présidentielle autour de ça ? J'ai suivi la recommandation de l'OMS. J'ai pas de positionnement à avoir, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi non ? J'ai pas d'avis personnel. En tout cas, l'infirmier en soins généraux est un soignant et fait partie de la prise en charge, du maillon qui permet la prise en charge. Donc, et quand l'OMS a des positionnements qui sont intéressants, en tout cas, nous, on n'a pas de positionnement sur ce point-là. Mais en plus, je n'ai même pas Ce que je suis ravi, c'est de travailler avec tout le monde tous les jours. Donc, au ministère, et ce que je vous ai dit au départ, c'est que les soignants soient partie prenante dans toutes les instances. Le ministère est une des instances, mais il y en a tellement d'autres. Donc, parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu. Moi, je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui et puis celles qui ont travaillé à l'organisation. Et je voudrais remercier les associations de l'Amphide, de la NPDE, l'UNEBOD, le SNIBO et le CEFIEC, et la FNESI qui nous a rejoints également aujourd'hui pour s'exprimer. Ça a permis de donner la parole aux infirmiers et aux infirmières. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.